L'ascension de la princesse Arione, gardienne de l'Atlantide. Bienvenue, chers auditeurs. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage épique à travers les océans du temps, vers une époque mythique où les dieux marchaient encore parmi les mortels et où les royaumes cachés brillaient sous les vagues. Avant de commencer cette aventure extraordinaire, laissez un pouce en l'air si vous aimez les histoires de mythologie et d'héroïsme. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos épopées légendaires. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Paris, Montréal, Port-au-Prince, Dakar, Abidjan, Kinshasa, Bruxelles. Nous adorons voir jusqu'où voyagent nos histoires. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui aiment les récits de guerrières légendaires et de royaumes perdus. Aujourd'hui, préparez-vous à découvrir l'histoire de la princesse Arione, la guerrière la plus puissante que le monde ait jamais connue, celle qui défia un empire et libéra l'Atlantide de 5 siècles d'esclavage. Cette épopée dure environ 60 minutes. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez-vous transporter dans un monde de magie, de courage et de rédemption. Et n'oubliez pas, si vous appréciez nos histoires, l'abonnement à la chaîne est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester connecté à notre univers de légende. Maintenant, plongeons ensemble dans les profondeurs mystiques de l'océan. Prologue, le chant des profondeurs. Bien avant que les hommes n'écrivent leur histoire sur des parchemins, bien avant que les empires terrestres ne tracent leurs frontières sur des cartes, existait un royaume que peu connaissaient et que tous craignaient, l'Atlantide. Situé dans les profondeurs inexplorées de l'océan, protégé par des courants magiques et des barrières d'énergie pure, l'Atlantide était le joyau caché du monde. Ses tours de cristal s'élevaient vers la surface de l'eau, capturant et réfractant la lumière du soleil en milliers d'arcs-en-ciel. Ses bibliothèques contenaient le savoir de civilisations disparues. Ses temples résonnaient des chants des prêtresses qui communiquaient avec les dieux des océans. Les Atlantes n'étaient pas tout à fait humains. Leur sang portait l'essence même de la mer. Ils pouvaient respirer aussi bien dans l'eau que dans l'air, nager plus vite que les dauphins, plonger plus profondément que les baleines. Leur magie puisait dans l'énergie hydroélectrique des courants océaniques, leur donnant des pouvoirs que les peuples terrestres ne pouvaient qu'imaginer. Mais ce qui rendait l'Atlantide vraiment unique, ce n'était pas sa beauté ni sa magie, c'était sa philosophie. Les Atlantes croyaient en l'équilibre entre terre et mer, entre force et sagesse, entre pouvoir et responsabilité. Ils ne cherchaient pas à dominer le monde terrestre, ils préféraient rester cachés, gardiens silencieux de l'équilibre planétaire. Cette paix dura des millénaires, jusqu'au jour où un homme mortel, consumé par l'ambition, découvrit leur existence. Son nom était Varex, et il allait plonger le monde dans 5 siècles de ténèbres. Première partie, l'invasion. Chapitre 1, le roi des 5 continents. Varex n'était pas né roi. Il était né dans la pauvreté, fils d'un forgeron dans une petite ville d'un continent appelé Tétiris. Mais dès son plus jeune âge, il avait manifesté quelque chose de rare, une ambition sans limite et une absence totale de conscience. À 20 ans, il avait assassiné le seigneur local et pris sa place. À 30 ans, il contrôlait 3 royaumes par la ruse et la terreur. À 40 ans, il avait unifié un continent entier sous sa bannière de fer noir. Mais Varex n'était jamais satisfait. Il regardait les cartes du monde et voyait 5 autres continents qui ne lui obéissaient pas encore. Alors, pendant 20 ans, il mena des campagnes impitoyables, conquérant royaume après royaume, écrasant toute résistance sous le poids de ses armées. Il employait non seulement la force militaire, mais aussi la sorcellerie noire. Ces mages avaient découvert comment lier les âmes des soldats morts à des armures de métal, créant des légions de guerriers immortels qui ne connaissaient ni la peur ni la fatigue. Ces alchimistes avaient forgé des armes qui buvaient de la vie de leurs victimes, devenant plus puissantes à chaque mort. À 60 ans, Varex régnait sur les 5 continents connus du monde terrestre. Il se fit couronner empereur suprême, construisit un palais si vaste qu'il couvrait une ville entière et déclara que sa lignée régnerait pour l'éternité. Mais même cela ne lui suffisait pas, car ses espions lui avaient parlé de légendes, de murmures parmi les vieux marins,
de textes anciens cachés dans les bibliothèques qu'il avait conquises. Ils parlaient tous d'un sixième royaume, un royaume sous les vagues, un royaume dont le pouvoir éclipsait tout ce que Varex avait jamais connu. L'Atlantide. Chapitre 2. La découverte. Varex consacra 10 années à rechercher l'Atlantide. Il envoya des milliers de navires explorer chaque recoin des océans. Il tortura des mages de l'eau pour leur arracher leurs secrets. Il profana des temples marins pour voler des artefacts qui pourraient révéler l'emplacement du royaume caché. Finalement, dans les ruines d'un sanctuaire ancien sur la côte la plus reculée du continent d'Aurélia, ces sorciers trouvèrent ce qu'ils cherchaient, un cristal appelé l'œil de profondeur, capable de percer les voiles magiques qui cachèrent l'Atlantide. Le jour où Varex activa l'œil, les Atlantes le sentirent. Un frisson parcourut leur royaume, comme si quelque chose d'ancien et de sacré venait d'être violé. Le roi Océanus, souverain de l'Atlantide, convoqua son conseil. « Les barrières sont menacées », annonça la grande prêtresse Nérina, ses yeux argentés reflétant des visions troublantes. « Un pouvoir obscur nous cherche, un pouvoir qui n'appartient pas à l'océan. »« Alors nous renforçons les défenses », déclara le roi Océanus. C'était un homme imposant, sa barbe couleur d'algue descendant jusqu'à sa poitrine, sa couronne de corail rouge brillant d'une lumière intérieure. « L'Atlantide a survécu depuis l'aube du monde, nous survivrons encore ?» Mais dans la salle du conseil, une jeune femme écoutait avec une expression grave. C'était Arione, fille unique du roi, princesse héritière de l'Atlantide. Elle avait 25 ans, mais ses yeux portaient une sagesse bien au-delà de son âge. Arione n'était pas une princesse ordinaire. Dès sa naissance, les signes de sa destinée exceptionnelle étaient évidents. Quand elle était née, l'océan entier s'était illuminé, chaque créature marine, du plus petit plancton à la plus grande baleine, avait senti une nouvelle puissance entrer dans le monde. En grandissant, Arione avait manifesté des pouvoirs que même les plus grands guerriers atlantes n'avaient jamais possédés. Elle pouvait commander l'eau avec une précision absolue, façonnant des vagues en armes, transformant des courants en boucliers. Mais plus extraordinaire encore, elle avait découvert qu'elle pouvait manipuler le fer et le métal avec sa seule volonté, une capacité appelée l'hydromagnétisme, le pont mystique entre l'eau et le métal. « Père, » dit Arione après le conseil, « je sens que cette menace est différente, plus dangereuse que tout ce que nous avons connu. » Le roi Océanus posa une main sur l'épaule de sa fille. « C'est pourquoi je compte sur toi, ma fille. Tu es l'avenir de notre peuple. Si je tombe, c'est toi qui devras les guider. » Ces paroles se révéleraient prophétiques, moment d'engagement. Chers auditeurs, si vous êtes captivés par cette épopée, prenez un instant pour laisser un pouce en l'air. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment parfait. Nous avons tant d'autres légendes à partager avec vous. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Continuons maintenant avec l'invasion. Chapitre 3. Le jour de l'ombre. 3 lunes après la découverte de l'œil de profondeur, Varex lança son assaut. Ce ne fut pas une simple attaque. Ce fut un cataclysme militaire orchestré avec une précision diabolique. Varex avait passé des mois à préparer cette invasion, construisant une flotte spéciale de navires enchantés capables de descendre dans les profondeurs sans être écrasés par la pression. Ces sorciers avaient créé des dômes d'air magiques permettant à ces soldats de respirer sous l'eau. Ces alchimistes avaient forgé des armes qui ne rouillaient pas et ne perdirent pas leurs tranchants dans l'océan. Ces nécromanciens avaient animé des milliers de guerriers cadavres qui n'avaient pas besoin de respirer du tout. L'aube était paisible quand la flotte de Varex apparut. Les Atlantes, malgré leurs avertissements, furent prises au dépourvu par l'ampleur de l'armada. Le ciel au-dessus de l'océan s'assombrit comme si un nuage de fer avait bloqué le soleil. « Aux armes !» cria le roi Océanus. « Défendez le royaume !» Les guerriers atlantes jaillirent de leur cité, leurs armes de cristal brillant de pouvoir hydroélectrique. Ils formèrent des tourbillons d'eau, créèrent des courants si puissants qu'ils pouvaient déchirer l'acier, invoquèrent des créatures marines géantes pour combattre à leurs côtés. La bataille fut titanesque. Les eaux de l'océan devinrent rouges de sang, bleues d'énergie magique, noires de mort. Pendant 3 jours et 3 nuits, les Atlantes résistèrent vaillamment. Arione se battait au cœur de la mêlée. Sa puissance était terrifiante à voir.
Elle levait les mains et des lances d'eau cristallisées transpercèrent des dizaines d'ennemis. Elle tendait les doigts et les armures métalliques des soldats de Varex se tordaient, écrasant leurs occupants. Elle plongeait dans la masse ennemie comme une tornade vivante, laissant dans son sillage la destruction. La princesse, crièrent les envahisseurs avec terreur. La démone de l'eau, fuyez. Mais Varex avait prévu même cela. Il avait étudié les légendes d'Arion. Il savait quelle serait leur plus grande menace. C'est pourquoi il avait préparé une arme spéciale. Le 4e jour, au moment où les Atlantes commençaient à espérer la victoire, Varex révéla son atout final, le trident de l'annulation, un artefact ancien qu'il avait volé dans un temple englouti. Ce trident avait le pouvoir d'absorber et de nullifier toute magie aquatique dans un rayon immense. Quand Varex activa le trident, un dôme invisible se répandit à travers l'océan. Soudain, les Atlantes se trouvèrent impuissants. Leur magie ne répondait plus. Leurs armes de cristal se brisèrent. Leurs créatures alliées furent paralysées. Arion sentit son pouvoir s'affaiblir dramatiquement. Elle pouvait encore contrôler le métal, mais sa connexion avec l'eau était coupée, comme si on avait sectionné la moitié de son âme. « Non !» hurla-t-elle, tombant à genoux alors que l'énergie la quittait. Ce fut le tournant de la bataille. Les armées de Varex submergèrent les défenses atlantes. Le roi Océanus, combattant jusqu'au dernier souffle pour protéger son peuple, fut frappé par une flèche empoisonnée. Il tomba et avant de mourir, il chercha du regard sa fille. « Arion » murmura-t-il, du sang coulant de ses lèvres, « survis, résiste, ne les laisse jamais, briser ton esprit. » Puis il mourut, le dernier roi libre de l'Atlantide. Arion voulut se précipiter vers lui, mais des dizaines de soldats l'entourèrent. Même affaiblie, elle en tua 20 avant qu'ils ne réussissent à la maîtriser avec des chaînes magnétiques spécialement forgées pour elle. « Emmenez-la vivante », ordonna Varex, observant la scène depuis son navire amiral. « Je veux qu'elle voie ce que je vais faire de son royaume. » Ce jour-là, l'Atlantide tomba. Le royaume qui avait brillé pendant 10 000 ans sous les vagues fut conquis en moins d'1 semaine. Varex planta son étendard noir au sommet de la plus haute tour de cristal et se proclama maître des 6 continents. Et pour la princesse Arion commença un cauchemar qui allait durer 500 ans. Deuxième partie, les chaînes de l'Atlantide. Chapitre 4, l'Empire de Fer. Varex ne détruisit pas l'Atlantide. Il était trop intelligent pour cela. Au lieu de cela, il transforma le royaume sous-marin en le cœur de son empire, une mine géante d'où il extrayait la ressource la plus précieuse du monde, l'énergie hydroélectrique pure. Cette énergie, qui avait autrefois alimenté la magie bienveillante des Atlantes, servait maintenant à alimenter les industries de guerre de Varex, à enchanter ses armées, à prolonger artificiellement sa propre vie. Car Varex avait découvert que l'énergie atlante pouvait ralentir, voire inverser le vieillissement. Les Atlantes furent réduits en esclavage. Ils furent forcés de travailler dans les mines de cristal, d'extraire les minerais magiques des fonds marins, de canaliser leur propre énergie vitale dans d'énormes machines que Varex avait construites à travers leur cité. Les conditions étaient atroces. Les Atlantes qui résistaient étaient torturés publiquement. Ceux qui tentaient de s'échapper étaient exécutés, leurs corps suspendus aux portes de la cité comme avertissement. Les familles furent séparées, les enfants arrachés à leurs parents pour être endoctrinés dans la loyauté à Varex. Mais le pire sort fut réservé à Arion. Varex la garda prisonnière dans une cellule spéciale qu'il avait fait construire dans les entrailles de son palais sous-marin. Cette cellule était une cage de fer et d'obsidienne, inscrite avec des runes qui supprimaient continuellement ses pouvoirs. Elle était juste assez grande pour qu'Arion puisse se tenir debout, mais pas pour qu'elle puisse s'allonger confortablement. « Tu es un symbole », lui dit Varex lors de sa première visite. « Tant que tu es enchaîné, ton peuple n'a pas d'espoir, et sans espoir, ils ne se rebelleront jamais. » Arion cracha à ses pieds. Même affaibli, même enchaîné, sa fierté restait intacte. « Tu peux enchaîner mon corps, tyran, mais jamais mon esprit. Un jour, je briserai ses chaînes, et ce jour-là, je t'arracherai le cœur. » Varex rit. Des paroles courageuses, mais creuses. « Tu vois, Arion, j'ai tout le temps du monde.
Grâce à l'énergie de ton peuple, je vivrai des siècles. Je te regarderai vieillir dans cette cage, je regarderai ton esprit se briser lentement jusqu'à ce que tu ne sois plus qu'une coquille vide. » Mais Varex se trompait, car il ne comprenait pas vraiment qui était Arion. Moment d'engagement. Chers auditeurs, l'histoire devient de plus en plus intense. Si vous êtes touchés par le courage d'Arion face à l'oppression, montrez votre soutien en laissant un commentaire avec le message « Force à Arion ». Et si vous venez de nous rejoindre, abonnez-vous maintenant, cette épopée ne fait que commencer. Chapitre 5 – 5 siècles d'obscurité. Les années passèrent, puis les décennies, puis les siècles. Varex, alimenté par l'énergie atlante, vivait toujours, bien que son corps soit devenu une chose horrible et tordue, plus machine que homme, maintenu en vie par la magie noire et la technologie volée. Il régnait sur son empire avec une main de fer, écrasant toute rébellion, transformant les 6 continents en un cauchemar dystopique où la liberté n'était qu'un souvenir lointain. L'Atlantide, autrefois le joyau des océans, était méconnaissable. Ses tours de cristal étaient noircies par la pollution industrielle. Ses jardins coralliens avaient été arrachés et remplacés par des usines. Ses temples sacrés avaient été convertis en centres de torture où les esclaves rebelles étaient brisés. La population atlante diminuait de génération en génération. Beaucoup mouraient jeunes, épuisés par le travail forcé. D'autres perdaient l'espoir et se laissaient simplement mourir. Quelques-uns tentèrent de se rebeller, mais sans leur magie et sans leader, leurs efforts étaient vains. Mais Arion survivait. Dans sa cage, la princesse Atlante endurait. Les premières années furent les plus difficiles. La solitude, l'impuissance, le chagrin de voir son père mourir et son royaume tomber, tout cela menaçait de la briser. Varex la visitait régulièrement, se délectant de sa souffrance. Il lui montrait des images de son peuple souffrant, lui parlait des Atlantes qui mouraient en ses mines, la torturait avec des visions de tout ce qu'elle avait perdu. « Abandonne, Arion, lui murmurait-il. Plie le genou devant moi et je pourrai alléger les souffrances de ton peuple. Résiste et je les ferai souffrir davantage. » Mais Arion ne plia jamais. Dans les moments les plus sombres, quand elle sentait qu'elle allait craquer, elle se rappelait les derniers mots de son père. « Survis, résiste, ne les laisse jamais briser ton esprit. » Alors elle survivait, elle résistait, et dans le silence de sa cellule, elle faisait quelque chose d'extraordinaire, elle s'entraînait. Les chaînes supprimaient la majeure partie de ses pouvoirs, mais pas tous. Une minuscule parcelle de sa connexion hydromagnétique restait. C'était si faible qu'elle pouvait à peine sentir les molécules d'eau dans l'air humide, à peine percevoir les traces de fer dans ses chaînes. Mais Arion était patiente. Jour après jour, année après année, siècle après siècle, elle exerçait ce minuscule fil de pouvoir. Elle méditait pendant des heures, atteignant des états de conscience plus profonds que n'importe quel moine. Elle visualisait son énergie, la cultivait, la nourrissait comme une flamme précieuse dans l'obscurité. Et lentement, imperceptiblement, son pouvoir commença à revenir. Non pas par la force brute, mais par la maîtrise absolue. Arion apprit à manipuler des quantités d'énergie de plus en plus petites avec une précision de plus en plus grande. Elle découvrit qu'elle pouvait sentir le réseau métallique de tout le palais sous-marin de Varex. Elle apprit à écouter les vibrations dans le fer, à lire les informations qu'elle transportait. Elle devint capable de percevoir chaque garde qui marchait dans les couloirs, chaque prisonnier dans les cachots, chaque mouvement de l'armée de Varex. Au bout de 200 ans de captivité, Arion pouvait projeter sa conscience à travers tout l'empire métallique de Varex, voyant tout, entendant tout, comprenant tout. Au bout de 300 ans, elle avait mémorisé chaque faiblesse de chaque structure de l'empire, chaque point de défaillance dans les machines de Varex, chaque fissure dans ses défenses. Au bout de 400 ans, elle avait communiqué psychiquement avec les esclaves atlantes restants, rallumant dans leur cœur la flamme de l'espoir qui s'était presque éteinte. Et au bout de 500 ans, Arion était prête. Elle n'était plus la jeune princesse qui avait été capturée. Elle était devenue quelque chose de nouveau, quelque chose que le monde n'avait jamais vu. Elle était devenue l'incarnation vivante de la vengeance, de la justice et du pouvoir absolu. Le jour de sa libération approchait. Chapitre 6 –
le réveil de la tempête. L'an 500 de l'esclavage atlante commença comme les autres. Les esclaves se levèrent avant l'aube, enchaînés et brisés, pour commencer une autre journée de labeur. Les gardes patrouillaient les rues de la cité déchue, leurs armures cliquetant. Varex, dans son palais de fer noir, se délectait de son pouvoir éternel. Personne ne remarqua les petits signes, personne ne vit que les chaînes d'Arion vibraient légèrement. Personne ne sentit que les courants océaniques autour de l'Atlantide changèrent de direction, convergeant tous vers un seul point, la cellule de la princesse. À midi exactement, Arion ouvrit les yeux. Pour la première fois en 5 siècles, ils brillaient de leur éclat original, un bleu électrique profond comme l'océan le plus sombre, pulsant d'une énergie qui faisait trembler la réalité elle-même. « Assez », murmura-t-elle. Ce seul mot porta un tel poids de volonté, une telle densité de pouvoir, que les murs de sa cellule se fissurèrent. Arion leva sa main droite. Les chaînes qui l'entravaient depuis 5 siècles commencèrent à vibrer violemment. Le métal hurlait, résistant, mais elle était bien au-delà de ce que ses enchantements pouvaient contenir maintenant. Avec un craquement qui résonna à travers tout le palais, les chaînes explosèrent en fragments. Arion se leva et pour la première fois en 500 ans, elle se tint debout, libre. Les alarmes retentirent immédiatement. Des gardes accoururent vers sa cellule, leurs armes levées. Mais quand ils virent ce qui se tenait dans les ruines de la cage, ils s'arrêtèrent net. Arion n'était plus une prisonnière émaciée. Son corps brillait d'une lumière intérieure, chaque muscle sculpté à la perfection par des siècles de méditation intensive. Ses cheveux flottaient autour d'elle comme si elle était sous l'eau, même dans l'air. Ses yeux contenaient la fureur de 1000 tempêtes. « Reculez !» ordonna-t-elle, sa voix résonnant avec un pouvoir divin. Les gardes ne reculèrent pas, ils attaquèrent. Ce fut une erreur fatale. Arion leva simplement sa main. Les armures des gardes, toutes en métal, répondirent instantanément à sa volonté. En 1 seconde, 20 hommes furent soulevés dans les airs, leurs propres armures se transformant en prison qui les compressait jusqu'à ce qu'ils perdent conscience. Elle marcha hors de sa cellule et à chaque pas, son pouvoir grandissait. L'humidité dans l'air se condensait autour d'elle, formant un tourbillon aquatique. Les structures métalliques du palais commençaient à se tordre, obéissant à sa volonté. « Arion !» La voix de Varex tonna à travers le palais. Le tyran émergea de sa salle du trône, entouré de ses gardes d'élite et de ses sorciers les plus puissants. Il avait terriblement vieilli, même avec toute la magie qu'il avait volée. Son corps était plus machine que chair maintenant, un assemblage grotesque de métal enchanté, de chair morte vivante et de cristaux atlantes pompant de l'énergie dans ses veines noires. « 500 ans, dit Arion, sa voix calme mais chargée d'une promesse mortelle. 500 ans, tu as torturé mon peuple. 500 ans, tu as souillé mon royaume. 500 ans, tu as cru que tu pouvais me briser. Tu es libre, admit Varex, et il souriait, un sourire horrible sur son visage déformé. Mais qu'est-ce que cela change? Tu es une, je suis des millions. Mon empire s'étend sur 6 continents. Mes armées sont innombrables. Tes armées, répondit Arion, portent du métal. La compréhension frappa Varex une seconde trop tard. Arion leva les 2 mains vers le ciel, et dans un rayon de 100 km, chaque morceau de métal répondit à son appel. Moment d'engagement. Chers auditeurs, le moment que nous attendions tous arrive, la libération d'Arion. Si vous ressentez cette énergie épique, laissez un pouce en l'air maintenant. Et n'oubliez pas de nous dire dans les commentaires, la tempête arrive. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui aiment les épopées de guerrières légendaires. 3e partie, la guerre de libération. Chapitre 7, la première vague. Ce qui suivit entra dans les légendes comme le jour de la tempête de fer. Quand Arion libéra son pouvoir complètement, l'océan lui-même sembla prendre vie. Des vagues gigantesques s'élevèrent autour de l'Atlantide, hautes comme des montagnes, pulsant d'énergie bleue électrique. Mais ce n'était que le début. Dans tout le palais sous-marin de Varex, chaque arme, chaque armure, chaque structure métallique commença à vibrer. Puis, dans un crescendo catastrophique,
Tout vola vers Arione. Les gardes furent arrachés de leurs pieds, leurs armures les traînant vers la princesse comme des aimants irrésistibles. Les portes de fer furent arrachées de leurs gonds. Les chaînes de tous les prisonniers explosèrent simultanément. Les machines d'extraction d'énergie se démantibulèrent, pièce par pièce. Arione flottait maintenant au centre d'un tourbillon de métal et d'eau, ressemblant à une déesse de la destruction. Autour d'elle, des milliers de fragments de fer orbitaient, comme des planètes autour d'un soleil, attendant son commandement. « Esclaves de l'Atlantide !» cria-t-elle, sa voix amplifiée par l'eau pour être entendue à travers toute la cité. « 500 ans d'esclavage se terminent aujourd'hui. Levez-vous, combattez, reprenez ce qui vous appartient. » Un rugissement monta des profondeurs de la cité. Des dizaines de milliers d'Atlantes, pour la première fois en 5 siècles, sentirent leurs chaînes tomber. Ils sentirent leur magie, si longtemps supprimée, commencer à revenir. Ils sentirent l'espoir, ce sentiment dangereux que Varex avait travaillé si dur à éradiquer, exploser dans leur cœur. La rébellion commença, mais Varex ne restait pas inactif. « Sorciers !» hurla-t-il. « Activez le trident de l'annulation, maintenant !» Ces mages les plus puissants se précipitèrent sur la chambre du trésor où était conservé le trident, l'arme qui avait vaincu l'Atlantide la première fois. S'ils pouvaient l'activer, ils pourraient couper Arione de ses pouvoirs aquatiques. Mais Arione avait passé 500 ans à étudier chaque recoin du palais. Elle savait exactement où était le trident, et elle savait que le mécanisme d'activation était en métal. Elle tendit la main dans la direction de la chambre du trésor, à plus d'1 kilomètre de distance. Avec une précision chirurgicale, elle localisa le mécanisme du trident et d'un geste le tordit jusqu'à ce qu'il soit irréparable. « Non !» hurla Varex, réalisant trop tard que son atout principal venait d'être neutralisé avant même de pouvoir être utilisé. Arione se tourna vers le tyran et pour la première fois en 5 siècles, elle sourit. C'était un sourire terrible, plein de promesses de vengeance. « Tu as fait une erreur, Varex, » dit-elle, descendant lentement vers lui, chaque pas faisant trembler le palais. « Tu as pris mon royaume. Tu as tué mon père, tu as enchaîné mon peuple, mais tu as fait une chose encore pire. »« Quoi ?» demanda Varex, reculant malgré lui devant ce pouvoir divin. « Tu m'as donné 500 ans pour devenir parfaite. » Puis elle attaqua. Chapitre 8 : La bataille royale. Le combat entre Arione et Varex fut titanesque. Varex, malgré son corps corrompu, possédait 5 siècles d'expérience martiale et toute la magie noire qu'il avait accumulée. Ses sorciers le soutenaient, lançant des sorts de destruction massive. Mais face à Arione, ils découvrirent qu'ils affrontaient quelque chose de nouveau dans ce monde. Une guerrière qui était devenue plus qu'humaine, plus même qu'Atlante. Elle était devenue un avatar vivant du pouvoir hydroélectrique lui-même. Varex lança des éclairs d'énergie noire. Arione les dévia avec des boucliers d'eau qui absorbaient de l'impact. Les sorciers invoquèrent des créatures démoniaques. Arione les écrasa avec des projectiles de fer tirés à une vitesse supersonique. Le tyran activa des machines de guerre géantes, des constructions de métal et de magie qui crachèrent le feu et le poison. Arione les fit simplement s'effondrer en démantibulant leur structure métallique d'un geste. « C'est impossible !» hurlait Varex, lançant attaque après attaque. « J'ai les armées de 6 continents. J'ai régné pendant 5 siècles. Je suis immortel. »« Tu n'es qu'un homme, » répondit Arione calmement, bloquant chaque attaque sans effort apparent. Un homme petit et pathétique qui a compensé sa faiblesse intérieure en écrasant les autres. Mais maintenant, le temps de la compensation est terminé. Elle leva les mains et les océans répondirent. Des trillions de litres d'eau convergèrent vers le palais, formant un dôme gigantesque qui isola complètement le champ de bataille. Puis Arione commença à le comprimer. La pression augmenta exponentiellement. Les sorciers de Varex furent écrasés instantanément. Ces machines de guerre implosèrent. Les murs du palais se fissurèrent. Varex lui-même sentit son corps composite commencer à se désintégrer sous la pression. « Attends !» cria-t-il. Toute arrogance disparue, remplacée par la peur pure. « Attends, nous pouvons négocier, je te donnerai tout. L'Atlantide peut être libre, je partirai. Juste,
Épargne-moi !» Arion le regarda avec un mélange de pitié et de dégoût. « Tu as refusé toute pitié pendant 500 ans. Tu as ignoré tous les plaidoyers, toutes les supplications. Pourquoi devrais-je t'offrir ce que tu as refusé à tant d'autres ?»« Parce que tu es meilleur que moi, » implora Varex. « Parce que tu es noble, parce que tu es une héroïne. »« Je ne suis pas une héroïne, » dit Arion froidement. « Je suis la justice. » Elle ferma son poing. Le dôme d'eau se contracta violemment, et Varex, le tyran qui avait régné sur 6 continents pendant 5 siècles, fut écrasé en un instant. Son corps mécanique se désintégra, ses enchantements s'évaporèrent, et ce qui restait de son âme torturée fut finalement libéré. Le silence tomba sur le palais, puis de toute la cité atlante, un cri monta, un cri de joie, de soulagement, de liberté retrouvée. Les Atlantes se précipitèrent hors de leur prison, hors de leurs usines, hors de tous les lieux où ils avaient été enchaînés. Ils dansaient, pleuraient, s'embrassaient. 500 ans d'esclavage avaient pris fin en quelques heures. Arion flotta vers le sommet de la plus haute tour du palais, celle où Varex avait planté son étendard noir 5 siècles plus tôt. D'un geste, elle arracha l'étendard et le réduisit en cendres. Puis de ses mains, elle forma un nouveau symbole avec l'eau et le métal, le trident royal de l'Atlantide, brillant d'un bleu électrique pur. « L'Atlantide est libre !» proclama-t-elle, « et elle ne sera plus jamais enchaînée. » Les Atlantes acclamèrent leur princesse, leur libératrice, leur future reine. Mais Arion savait que son travail n'était pas terminé, car Varex était mort, mais son empire subsistait encore. Les 5 continents terrestres étaient toujours sous le joug des successeurs du tyran, des seigneurs de guerre et des gouverneurs qui perpétuaient son système d'oppression. Et Arion avait fait une promesse, non seulement à son peuple, mais à tous les peuples opprimés du monde: jamais plus la tyrannie ne régnerait. Moment d'engagement incroyable. Arion a vaincu Varex. Si vous êtes aussi excités que nous, laissez un commentaire avec liberté pour l'Atlantide. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite épique, car l'histoire n'est pas encore terminée. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui croient au pouvoir de la résistance. Chapitre 9. La campagne des 6 continents. Arion passa les 6 mois suivants à reconstruire l'Atlantide. Elle restaura les tours de cristal, purifia les jardins coralliens, réhabilita les temples. Elle libéra l'énergie hydroélectrique qui avait été prisonnière dans les machines de Varex, la rendant à l'océan d'où elle venait. Mais chaque nuit, quand elle se tenait sur les remparts de sa cité restaurée, elle regardait vers la surface et pensait aux autres esclaves, aux autres opprimés, à tous ceux qui vivaient encore sous le système que Varex avait créé. « Ma reine », lui dit un jour Nérius, son nouveau conseiller, petit-fils de la grande prêtresse Nérina qui avait servi son père, « vous avez libéré notre peuple, n'est-ce pas suffisant ?»« Suffisant ?» répéta Arion. « Nérius, as-tu oublié que pendant 5 siècles, personne n'est venu nous aider? Le monde nous a ignorés pendant que nous souffrions. Mais je ne ferai pas la même erreur. Je ne peux pas rester ici en paix en sachant que des millions souffrent encore. »« Mais que pouvez-vous faire ?» demanda Nérius. « Les continents sont vastes, les armées nombreuses, même vous avec tout votre pouvoir. »« Je ne serai pas seul, » sourit Arion. « Regarde. » Elle pointa vers le port où des dizaines de navires étaient en construction. Mais ce n'étaient pas des navires ordinaires, c'étaient des vaisseaux atlantes propulsés par l'énergie hydroélectrique, capables de voler au-dessus des vagues ou de plonger dans les profondeurs. « Nous allons former une armée, » expliqua Arion, « mais pas une armée de conquête, une armée de libération. Nous irons de continent en continent, libérant les esclaves, renversant les tyrans, brisant les chaînes. » Au cours de l'année suivante, c'est exactement ce qu'elle fit. Arion mena ses forces d'abord vers le continent de Téthyris, le lieu de naissance de Varex et le cœur de son ancien empire. Là, le fils de Varex, Draven, avait pris le pouvoir et maintenait le système d'oppression de son père. Quand Arion arriva avec sa flotte, Draven envoya une armée de 100 000 soldats pour l'arrêter. Ce fut un massacre, mais pas celui que Draven espérait. Arion ne tua pas les soldats. Au lieu de cela, elle utilisa son pouvoir pour désarmer complètement l'armée en quelques minutes. Toutes les armes métalliques volèrent hors des mains de leurs porteurs.
Toutes les armures se désintégrèrent. Les soldats se retrouvèrent nus et sans défense. Puis Arion parla, sa voix portée par l'eau dans l'air pour être entendue par chaque soldat. « Vous ne combattez pas pour la liberté, leur dit-elle. Vous combattez pour perpétuer l'esclavage. Mais je vous offre un choix. Joignez-vous à moi et aidez à libérer votre propre peuple, ou partez et ne vous opposez plus jamais à la justice. » 90 000 soldats déposèrent leurs armes et rejoignirent Arion. Les 10 000 restants, loyalistes fanatiques, choisirent de fuir. Ainsi, Arion conquit Téthyris sans presque verser de sang. Draven fut capturé et jugé pour ses crimes. Contrairement à ce qu'il avait fait à d'innombrables prisonniers, Arion ne le tua pas. Elle le condamna à passer le reste de sa vie à reconstruire ce que son père avait détruit, travaillant de ses propres mains pour réparer les communautés brisées. Continent par continent, Arion procéda ainsi. À Aurelia, elle renversa la junte militaire qui opprimait les paysans. À Boréa, elle libéra les mines où des enfants étaient forcés de travailler. À Méridia, elle brisa les chaînes des esclaves et brûla les maisons d'enchères. À Occidentis, elle détruisit les forteresses des seigneurs de guerre. Et à Orientis, le dernier bastion de l'ancien empire de Varex, elle affronta la coalition des cinq, les 5 généraux les plus puissants qui avaient juré de venger leur maître déchu. Cette bataille dura 3 jours. Les généraux commandèrent la plus grande armée jamais assemblée, 2 millions de soldats, 10 000 navires de guerre, des centaines de sorciers de combat. Mais Arion était maintenant plus qu'une guerrière. Elle était devenue un phénomène naturel, aussi imparable qu'un tsunami, aussi puissante qu'un ouragan. Elle invoqua une tempête si massive qu'elle couvrit tout l'horizon. Les éclairs dansaient autour d'elle comme des serpents obéissants. Les vagues s'élevaient à sa commande, submergeant les flottes ennemies. Le métal de toutes les armes et armures répondait à sa volonté, se retournant contre leurs porteurs. À la fin du 3e jour, les 5 généraux se rendirent. Et avec leur reddition, la dernière trace de l'empire de Varex fut effacée. Arion se tenait sur le champ de bataille, entouré de 100 000 soldats qui s'agenouillaient devant elle, non par peur, mais par respect. Les 6 continents étaient libres. Mais Arion savait que la liberté était fragile. Que se passerait-il après sa mort? Que se passerait-il si un autre Varex émergeait dans le futur? Elle devait créer quelque chose de durable, quelque chose d'éternel. 4e partie, le voile magnétique. Chapitre 10, le grand œuvre. Arion retourna à l'Atlantide, mais pas pour se reposer. Elle rassembla les plus grands esprits de tous les continents, scientifiques, mages, ingénieurs, philosophes. Elle leur présenta un projet ambitieux, peut-être le plus ambitieux jamais conçu. « Nous avons libéré le monde, leur dit-elle, mais la liberté doit être protégée. Je propose de créer un bouclier, non pas un bouclier physique, mais un bouclier d'énergie qui enveloppera l'ensemble des 6 continents et l'océan lui-même. Un bouclier qui rendra la guerre impossible. » « Impossible ?» demanda un des scientifiques, sceptique. « Comment cela pourrait-il fonctionner ?» Arion sourit. « En utilisant mon propre pouvoir comme fondation, je vais créer un champ magnétique permanent qui couvrira le monde entier. Ce champ aura plusieurs effets. Premièrement, il désactivera automatiquement toute arme conçue pour la guerre de masse. Les épées et les couteaux fonctionneront encore. Les gens doivent pouvoir se défendre et chasser. Mais les armes de guerre, les machines de destruction, elles cesseront de fonctionner. Deuxièmement, continua-t-elle, le champ absorbera et neutralisera toute magie noire ou maléfique. Les sorciers pourront encore pratiquer la magie bénéfique, mais toute tentative d'utiliser la magie pour asservir, torturer ou détruire sera automatiquement bloquée. Troisièmement, le champ agira comme un égalisateur de puissance. Aucune nation ne pourra jamais devenir si puissante qu'elle puisse dominer toutes les autres. Le champ redistribuera automatiquement les ressources énergétiques pour maintenir l'équilibre. Les érudits étaient stupéfaits. Un tel système, il maintiendrait la paix à perpétuité. C'est l'idée, acquiesça Arion. Je l'appelle le voile magnétique, et une fois créé, il sera permanent, fonctionnant indépendamment de moi. Même après ma mort, il continuera à protéger le monde. Mais le coût énergétique, commença un mage. Un tel champ nécessiterait une source de pouvoir inimaginable. Je serai cette source,
dit Arione calmement. Je vais ancrer le voile dans ma propre énergie vitale. Ce processus me transformera. Je ne serai plus entièrement physique. Je deviendrai une sorte d'esprit gardien lié au voile, existant à perpétuité pour maintenir l'équilibre. Un silence choqué tomba sur l'assemblée. « Mais, ma reine, protesta Nereus, cela signifie que vous renoncerez à votre vie normale, à toute chance de bonheur, de famille, de paix. » Arione regarda par la fenêtre vers l'océan qu'elle aimait tant. « J'ai vécu 500 ans en captivité, j'ai vu ce que la tyrannie peut faire. Si je peux empêcher cela d'arriver à nouveau, quel plus grand bonheur pourrais-je demander ?» Personne ne pouvait argumenter contre sa logique, mais tous pleuraient sa décision. Chapitre 11. La création du voile. Cela prit 3 ans pour préparer le rituel. Des circuits d'énergie furent gravés dans la roche-mère de tous les continents. Des cristaux atlantes furent placés à des points stratégiques à travers le monde. Des temples furent construits pour canaliser et diriger l'énergie. Le jour du rituel, tous les peuples du monde se rassemblèrent. Des représentants de chaque nation, de chaque tribu, de chaque communauté vinrent assister à ce qui serait le moment le plus important de l'histoire. Arione se tenait au centre d'un cercle géant de cristaux au cœur de l'Atlantide. Autour d'elle, des centaines de mages et de prêtres formaient un cercle concentrique, prêts à l'aider à canaliser le pouvoir nécessaire. « Êtes-vous sûr ?» demanda une dernière fois Nereus, les larmes aux yeux. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose de toute ma vie, » répondit Arione en souriant. « Prends soin de notre peuple, vieil ami, et dis-leur de ne jamais oublier. La liberté n'est pas gratuite. Elle nécessite une vigilance constante et un courage sans faille. » Puis elle leva les mains vers le ciel et commença à chanter dans l'ancienne langue atlante. Sa voix résonnait avec un pouvoir qui faisait vibrer l'air lui-même. L'énergie commença à affluer vers elle depuis tous les points du monde où les cristaux avaient été placés. Des rivières de lumière bleue convergeaient vers l'Atlantide, vers Arione, vers le point singulier où se tenait la dernière princesse de l'ancien royaume. Son corps commença à briller si intensément que les spectateurs durent détourner les yeux. L'énergie s'accumulait, croissait, atteignait des niveaux que même les mages les plus puissants n'avaient jamais imaginés. Puis, avec un cri qui résonna à travers tout le monde, Arione libéra l'énergie. Une onde de choc magnétique se propagea depuis l'Atlantide. Elle balaya les continents à la vitesse de la lumière, invisible mais irrésistible. Partout où elle passait, les armes de guerre commençaient à se désintégrer. Les enchantements maléfiques se brisaient. Les machines d'oppression cessaient de fonctionner. En quelques secondes, le monde entier fut couvert. Le voile magnétique était en place. Et au centre de tout, Arione flottait maintenant, son corps transformé. Elle n'était plus entièrement solide. Elle semblait faite de lumière et d'eau, pulsant d'une énergie éternelle. Ses yeux regardaient tout et rien à la fois, voyant simultanément tous les coins du monde qu'elle protégeait maintenant. « C'est extraordinaire », murmura-t-elle, sa voix résonnant comme si elle venait de partout à la fois. « Je peux sentir chaque goutte d'eau dans chaque océan, chaque particule de fer dans la croûte terrestre. Je suis devenu une avec la planète elle-même. »« Pouvez-vous encore nous entendre ?» cria Nereus. Arione sourit, et ce sourire était rempli d'une paix profonde. « Je vous entends tous, tous les peuples du monde, et je vous promets, tant que je persisterai, et je persisterai pour toujours, aucun tyran ne pourra plus jamais dominer ce monde. Le voile magnétique vous protégera tous. » Lentement, son corps commença à s'estomper, devenant de plus en plus translucide. Elle ne mourait pas, elle transcendait, devenant quelque chose de plus grand, d'éternel. « N'ayez pas peur, » dit-elle alors qu'elle devenait presque invisible. « Je ne pars pas. Je serai toujours là, dans chaque vague, dans chaque courant, dans chaque magnétisation. Quand vous aurez besoin de force, souvenez-vous de moi. Quand vous aurez besoin d'espoir, souvenez-vous de ce jour. Et surtout, souvenez-vous, la liberté vaut tous les sacrifices. » Puis elle disparut, se fondant dans le voile lui-même, devenant éternelle. Moment d'engagement. Quelle transformation épique! Si vous êtes ému par le sacrifice d'Arione, montrez votre respect en laissant un commentaire avec un emoji de cœur et d'océan. Abonnez-vous pour entendre plus de légendes inspirantes comme celle-ci
Et dites-nous, qu'auriez-vous fait à la place d'Arione? Chapitre 12. L'ère de paix. Les siècles qui suivirent furent connus comme l'ère de paix, la plus longue période de stabilité et de prospérité que le monde ait jamais connue. Le voile magnétique fonctionnait exactement comme Arione l'avait prévu. Les tentatives de guerre à grande échelle échouaient avant même de commencer. Un seigneur ambitieux qui essayait de construire une armée découvrait que ses armes se désintégraient mystérieusement. Un sorcier maléfique qui tentait d'asservir un village trouvait ses sorts sans effet. Mais le voile faisait plus que simplement prévenir la guerre. Il semblait aussi inspirer les gens vers le bien. Ceux qui cherchaient à faire le mal ressentaient un malaise inexplicable, comme si une force invisible les observait et les jugeait. Ceux qui œuvraient pour le bien, en revanche, trouvaient souvent que la chance leur souriait de manière inexplicable. « C'est Arione » disaient les gens. « La gardienne nous observe encore. » Et ils avaient raison. Bien qu'invisible et incorporelle, Arione restait consciente, veillant sur le monde qu'elle avait juré de protéger. Parfois, dans les moments de grand besoin, elle se manifestait. Un village attaqué par des bandits voyait soudainement leurs armes se retourner contre eux. Un enfant se noyant était mystérieusement porté à la surface par un courant impossible. Une personne dans le désespoir entendait une voix douce lui murmurer des paroles d'encouragement. Les temples d'Arione furent construits sur tous les continents. Pas des temples de culte, elle n'avait jamais voulu être adorée comme une déesse, mais des lieux de réflexion et d'inspiration. Les gens y venaient méditer sur les valeurs qu'elle avait incarnées: courage, sacrifice, justice, compassion. L'Atlantide elle-même devint un lieu sacré, un symbole vivant de ce qui avait été perdu et retrouvé. Les Atlantes prospérèrent à nouveau, mais ils gardèrent toujours la mémoire de leurs 5 siècles d'esclavage. « N'oubliez jamais » était leur devise. « N'oubliez jamais d'où nous venons et qui nous a libérés. » Des histoires d'Arione furent racontées de génération en génération. Les parents les racontaient à leurs enfants. Les bardes les chantaient dans les tavernes. Les érudits les étudiaient dans les académies. Et dans chaque histoire, le même message résonnait. Une seule personne, avec assez de courage et de détermination, peut changer le monde. Même face à une oppression qui semble invincible, même après des siècles d'obscurité, la lumière peut prévaloir. Arione, la princesse qui était devenue guerrière, qui était devenue libératrice, qui était devenue gardienne éternelle, vivait dans ces histoires, dans le voile qui protégeait le monde et dans les cœurs de tous ceux qui croyaient en la justice. Épilogue. L'éternelle gardienne. Des millénaires passèrent, les royaumes s'élevèrent et tombèrent, les civilisations évoluèrent, la technologie progressa, mais à travers tout cela, une constante demeurait, le voile magnétique d'Arione et la paix qu'il garantissait. Il y avait encore des conflits, bien sûr, des disputes entre voisins, des rivalités entre marchands, même parfois des escarmouches frontalières. Mais jamais plus les guerres massives et génocidaires qui avaient marqué l'ère de Varex, jamais plus les empires tentaculaires construits sur l'esclavage et l'oppression. Dans le monde moderne, les gens débattaient parfois de l'existence réelle d'Arione. Était-elle une vraie personne historique ou simplement une légende? Le voile était-il vraiment son œuvre ou simplement un phénomène naturel que les anciens avaient attribué à une figure mythologique? Mais dans les profondeurs de l'océan, dans l'Atlantide qui brillait toujours sous les vagues, les descendants des Atlantes savaient la vérité. Ils sentaient encore sa présence. Ils entendaient encore sa voix dans le murmure des courants. Et parfois, très rarement, lors de moments de grande crise planétaire, Arione se manifestait d'une manière visible à tous. Un jour, 1000 ans après sa transcendance, un culte maléfique découvrit un moyen de contourner partiellement le voile. Ils invoquèrent une entité démoniaque si puissante qu'elle menaçait de déchirer la réalité elle-même. C'est alors qu'Arione apparut. Elle émergea de l'océan, sa forme spectrale mais magnifique, brillant d'une lumière qui éclipsait le soleil. Elle grandit jusqu'à atteindre la taille d'une montagne, sa main tendue vers le ciel où l'entité démoniaque se manifestait. « Non !» dit-elle, sa voix résonnant à travers le monde entier. « Pas dans mon monde !» Pas tant que je persiste.
Elle ferma son poing et l'entité démoniaque fut instantanément bannie, non seulement de la réalité, mais de toutes les réalités possibles. Le culte maléfique se trouva désarmé et capturé en quelques secondes. Puis Arion se tourna vers les peuples du monde qui la regardaient avec émerveillement et crainte. « Je suis toujours là », leur dit-elle, sa voix douce maintenant. « Je serai toujours là. Vivez en paix, vivez avec courage, vivez avec compassion. Et souvenez-vous, chacun de vous a le pouvoir de faire la différence. Vous n'avez pas besoin de super-pouvoirs, vous avez juste besoin de vous soucier et d'agir. » Puis elle disparut à nouveau, retournant dans le voile, dans l'éternité. Ce jour-là, tous les sceptiques devinrent croyants. Arion était réelle, elle veillait toujours. Et tant qu'elle persisterait, et elle persisterait pour toujours, le monde serait à l'abri de la tyrannie. Des siècles plus tard encore, des explorateurs spatiaux de la Terre regardèrent leur planète depuis l'orbite. Ils la virent entourée d'une aura bleue subtile, un champ magnétique qui ne suivait pas tout à fait les lois de la physique conventionnelle. « Qu'est-ce que c'est » demanda un des scientifiques, perplexe. Le capitaine du vaisseau, un descendant direct des Atlantes, sourit. « C'est le voile, le cadeau d'Arion, la protection qui nous a permis de survivre assez longtemps pour atteindre les étoiles. » Une seule personne a fait tout ça ? Une seule personne extraordinaire, confirma le capitaine. Mais elle nous a enseigné que nous sommes tous capables de choses extraordinaires si nous avons le courage d'essayer. Et ainsi l'héritage d'Arion continua, pas seulement dans le voile qui protégeait le monde, mais dans l'inspiration qu'elle donnait à chaque génération. Elle était devenue plus qu'une reine, plus qu'une guerrière, plus qu'une gardienne. Elle était devenue un symbole éternel de ce que signifie résister à l'oppression, se battre pour la justice et sacrifier pour le bien commun. Dans les profondeurs de l'océan, dans le cœur du voile, dans l'essence même de la planète, Arion souriait. Son travail était terminé, et pourtant il ne serait jamais terminé. Car tant qu'il y aurait des personnes opprimées à libérer, tant qu'il y aurait des tyrans à défier, tant qu'il y aurait besoin de courage et d'espoir, elle serait là, éternellement, la gardienne de l'Atlantide, la libératrice des 6 continents, l'architecte de la paix éternelle, Arion, F-A-I-N. Merci d'avoir voyagé avec nous. Chers auditeurs, nous voilà arrivés à la fin de cette épopée extraordinaire. L'histoire de la princesse Arion, de l'esclavage à la libération, de la guerrière à la gardienne éternelle. Si cette légende vous a inspiré, voici comment vous pouvez nous soutenir. Laissez un pouce en l'air, cela aide vraiment notre chaîne à grandir. Abonnez-vous et activez la cloche. Ne manquez jamais nos prochaines épopées légendaires. Nous avons tant d'autres histoires incroyables à partager avec vous. Commentez, nous voulons savoir. Quel moment de l'histoire vous a le plus marqué? Quel super pouvoir aimeriez-vous avoir? Contrôler l'eau, le métal ou les deux? D'où nous écoutez-vous? Paris, Montréal, Port-au-Prince, Dakar, Abidjan, Bruxelles, Genève, Nouméa? Ailleurs dans la francophonie mondiale? Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, tous ceux qui aiment les histoires de guerrières légendaires, de courage face à l'oppression et de justice qui triomphe. Nos prochaines histoires incluront des légendes africaines et caribéennes, découvrez les héros et héroïnes oubliés de l'histoire, des épopées de guerriers mythiques, batailles titanesques et quêtes héroïques, des histoires de royaumes perdus, mystères de civilisations anciennes, des récits de résistance et de liberté, comment les opprimés ont vaincu leurs oppresseurs. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer. Le message d'Arion pour vous. L'histoire d'Arion nous enseigne plusieurs leçons puissantes. Le courage face à l'adversité. Même après 500 ans de captivité, Arion n'a jamais abandonné. Le pouvoir de l'espoir. Un seul individu peut inspirer tout un peuple. La justice sur la vengeance. Arion a choisi de protéger plutôt que de simplement détruire. Le sacrifice pour le bien commun. Elle a donné son existence physique pour assurer une paix éternelle. Quelle leçon résonne le plus en vous? Dites-le nous dans les commentaires. Un grand merci. Merci d'avoir écouté cette histoire de 60 minutes. Votre temps et votre attention signifient tout pour nous. Chaque écoute, chaque like, chaque commentaire, chaque partage,
nous aide à continuer à créer ces épopées pour vous. N'oubliez pas, pouce en l'air, abonnement, plus cloche, commentaire avec votre localisation, partage avec vos amis. Rejoignez notre communauté grandissante d'amoureux des légendes et des histoires épiques. Ensemble, nous gardons vivantes ces histoires qui inspirent, éduquent et divertissent. À très bientôt